Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à exploser sous le coup de l'émotion et instantanément à regretter tes mots? Ou à l'inverse, à te taire, à céder alors que tout en toi criait non? Si tu es une personne hautement sensible, je suis sûre que ces deux situations te parlent profondément. Et aujourd'hui, dans le podcast âme sensible, je reçois Sophie Deligianis. Sophie, c'est une femme qui a le courage d'écouter ce qui murmurait en elle, même quand tout l'invitait à rester dans le moule. Avocate pendant des années, elle a tout laissé derrière elle pour suivre sa boussole, être vraiment elle-même. Et c'est de ce chemin intérieur qu'est né son livre Pourquoi je réagis comme ça aux éditions Le Courrier du Livre. Un guide profond, concret et bienveillant pour décoder tes mécanismes intérieurs, transformer tes émotions en ressources et retrouver enfin le pouvoir d'agir avec clarté et sérénité. Pour toutes les âmes sensibles qui en ont assez de subir leurs propres réactions, cet épisode est pour vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec Sophie Deligianis. Vraiment, merci Sophie d'avoir accepté cette interview et de nous parler de toi, de ta sensibilité, de ton livre et de ton podcast. Merci Christine. En tout cas, je suis ravie de passer ce moment avec toi. Donc bonjour, bonjour à nos auditrices et auditeurs. Et voilà, je suis vraiment ravie en tout cas de passer ce moment avec toi et nos auditrices, auditeurs. Alors, j'ai tout plein de petites questions pour toi et je sais que tu vas répondre avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité et de sensibilité. Je sais que tu as été avocate plusieurs années, donc c'est un monde quand même qui est assez rationnel, qui est assez dans la structure, dans la performance. Je pense qu'il y a un moment, tu as tout quitté parce que peut-être que tu te sentais pas à ta place. Alors, je trouve ça vraiment super courageux de décider de changer de voie comme ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu arrêtes tout ça? En fait, j'ai senti effectivement qu'il y avait vraiment un désalignement, mais en fait, qui a été beaucoup plus large finalement, en plus que ma vie professionnelle, parce qu'en fait, au moment où j'ai décidé de tout quitter, alors bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain sur un coup de tête, hein, c'était quand même, j'ai quand même préparé mon départ, mais c'est vrai, quand j'ai arrêté le métier d'avocat, j'ai aussi quitté quelqu'un, en fait. Donc, j'ai vraiment, j'allais dire, mis fin à tout, en fait. Ça a été assez radical pour le coup, même si ça s'est construit, ça s'est pas fait sur un coup de tête. Et en fait, pour répondre à ta question, en fait, c'est vraiment quand c'est mon corps en fait qui m'a donné l'alerte, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, mais même avant, hein, quand j'étais étudiante et même peut-être avant quand j'étais à l'école, j'avais toujours cette sensation en fait d'être en décalage. C'est-à-dire il y avait toujours un décalage, déjà un décalage par rapport au monde. J'avais des questionnements que les autres n'avaient pas, mais en plus, moi-même, avec moi-même, j'avais un désalignement. C'est-à-dire que il y avait ce que je pensais et il y avait ce que je disais et il y avait ce que je faisais. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'alignement à l'intérieur de moi. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, au départ, c'est que j'ai commencé à avoir des problèmes de névralgie faciale, mais assez fréquentes, de plus en plus fréquentes. Et en fait, un jour, c'est vraiment là où ça a été le déclic, en fait. Je suis allée voir une hypnothérapeute parce qu'on m'en avait parlé et j'ai pris 6 mois à la consulter quand même. Donc, c'est juste pour partager aussi, tu vois, qu'il y a un cheminement derrière. C'est-à-dire qu'on m'a dit ça, j'ai eu cette information-là. Tu pourrais peut-être voir quelqu'un pour voir ces histoires. Il y a peut-être quelque chose derrière, pourquoi c'est tellement chronique. Et en fait, tu vois, j'ai pris 6 mois à la contacter et j'ai fait cette première séance. Et c'est pas tant la séance d'hypnose, c'est pas ça, c'est plutôt la sensation que j'ai eue après. C'est que je suis sortie de cette séance et j'avais mal partout. Mais quand je te dis partout, tout mon corps me faisait mal. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, je suis arrivée à une telle... en fait, tu vois, j'étais tellement dans mon personnage, parce que pour le coup, c'est vraiment ça, que du coup, j'avais oublié une partie de moi-même. C'est vraiment ça. Tu vois, j'avais l'impression que je commençais à reconnecter, entre guillemets, j'étais déconnectée, j'ai reconnecté. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai autant mal, quoi? Et en fait, je pense que parce que ce moment-là, j'ai pu me déposer, j'étais en confiance avec la personne. Et du coup, il y a une sorte de quelque chose qui a lâché. Et là, je me suis dit, ah ouais, il faut que je reprenne ma vie en main. Et en fait, c'est comme ça. Alors, comme je te dis, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai pris quelques mois, en fait, à me dire, OK, là, je peux pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Et en fait, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à construire les choses. Et à un moment, je me suis dit, bon, ça, j'arrête, ça, je pars. Et du coup, je suis partie dans une autre vie qui a été une vie transitoire, mais pour finalement me
construire, reconstruire aussi, hein. Tu vois, il y a eu tout ce chemin-là. Mais finalement, c'est le corps qui m'a donné l'information, tu vois. Mm. C'est là où j'ai eu le déclic. C'est souvent ça en fait. Souvent, en écoutant son corps, on reçoit des messages et des fois, justement, on parle souvent du burn-out où les gens, bah, ils, ils doivent, ça bout en eux et bah, Ouais. souvent, voilà, c'est le corps qui dit stop, faut changer quelque chose. Et c'est vrai que moi, c'était pas, tu vois, j'étais pas en état d'épuisement ou il y avait rien de tout ça. C'est que simplement, en fait, j'avais l'impression, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais d'étouffer, en fait. C'est que je me disais, mais enfin, j'ai en train d'étouffer une partie de mon être, mais qui est vraiment important, en fait. Bon, après, j'avais aussi une relation qui est pas forcément très équilibrée. Donc, tu vois, il y avait tout ça, en fait, qui faisait qu'à un moment donné, là, faut que ça sorte, entre guillemets, tu vois, que vraiment, je laisse jaillir ce qui a envie de jaillir à l'intérieur de moi et que j'arrête de faire ça, tu vois. C'est des prises de conscience. C'est des vrai que des fois, ça prend quelques temps, quelques années, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on prend ces prises de conscience. Clairement, clairement. Et quelque part, tu vois, maintenant, je remercie mon corps parce que je me dis, mais heureusement, en fait, qu'il m'a donné cette alerte finalement. Parce que sinon, si j'avais été dans mon mental, je pense pas, mon mental m'aurait dit, peut-être qu'il faudrait que tu reconsidères les choses. Il l'a dit après, mais tu vois, je pense pas que c'est lui qui aurait été le déclencheur, on va dire. C'est ça. Puis le mental, il met aussi tellement d'expériences passées, de croyances, de culture, de Exactement. société, que des fois, Mm. bah, on sait plus en fait si on pense nous-mêmes ou si on pense du C'est fait ça. de l'extérieur. Ouais, exactement. Mm. C'est ça. Et là, avec toute cette discussion, déjà, je ressens quand même une grande sensibilité et j'aime bien poser aux personnes que j'interviewe, savoir si tu te définirais comme une personne avec une sensibilité élevée, comme une personne hautement sensible. Et si oui ou sinon, est-ce que ta propre sensibilité est à l'origine de tout ce que tu es en train de faire, de tout ce que tu vis? Voilà, tu as un podcast, Flosophie, tu as ton livre là qui est sorti. Et voilà, est-ce que ta sensibilité, elle est là derrière? Alors, je pense qu'elle est là derrière. Après, tu vois, pour le côté de se définir hautement sensible, je pense qu'en fait, tu vois, ça aussi, ça a été un chemin parce que à partir du moment où je me suis reconnectée, enfin, non, plutôt, j'ai pris conscience de mon corps, c'est pas la même chose. Et qu'en fait, à un moment donné, j'ai commencé à faire un travail, j'allais dire, de spéléologie parce que c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi j'avais vécu telle chose, pourquoi tel schéma se répétait. Enfin, j'ai commencé à vraiment faire un travail de spéléologie avec moi-même parce que je me suis dit, c'est pas anodin si tu vis ça. Et en fait, c'est progressivement au fil de mes recherches que je suis finalement sur mon chemin. Il y a eu, j'allais dire, la sensibilité qui est arrivée sur mon chemin. Et à l'époque, on parlait de l'hypersensibilité. Maintenant, on parle plus de la haute sensibilité. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que je pense que je me suis pas forcément dit, tiens, ah, c'est exactement ce que je vis. Par contre, ça m'a permis de me dire, ah, ok, effectivement, j'ai des émotions, parce que c'est te dire que je viens quand même de loin. C'est que je me suis dit, ah, j'ai des émotions. Et je me suis dit, ah oui, ça explique aussi, en fait, des phrases que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, bah, notamment quand je préparais le barreau. Il y avait une personne, une fois, qui m'a dit, je pense pas que ce soit forcément pour toi parce que tu es trop sensible. Et tu vois, à l'époque, je, quand j'ai eu ça, mais de nouveau, il faut rétro-pédaler en arrière. En fait, j'ai pris ça comme si j'étais incompétente, en fait, tu vois. J'ai pas pris ça genre la sensibilité, j'ai pris ça dans le sens je suis pas capable de. Et là, là, quand moi on me dit ça, ça me met en état de challenge, mais avec moi-même aussi de me dire non, mais je vais prouver le contraire parce que je suis assez battante de tempérament. Et en fait, tu vois, avec le recul, je me dis, oui, je comprends quand beaucoup de personnes m'ont dit, toi, tu es une sensible. Et je comprenais pas, tu vois, parce que justement, moi-même, je pense que j'étais coupée de ma sensibilité et que pour les gens, ils devaient capter des choses. Mais moi, en fait, je pense que je l'avais tellement camouflé avec tout le reste que du coup, tu vois, c'est pour ça que je pense que je me suis pas vraiment identifiée et jamais vraiment. Je pense effectivement, je fais partie des gens hautement sensibles puisque je le sens bien que, tu vois, l'énergie des lieux, les personnes, les ambiances. J'interviens beaucoup en entreprise et
ça, je le vois, tu vois, selon les ambiances, les équipes, etc. Je sens, en fait, et c'est là où je me dis, ah, mais en fait, c'est génial. Mais tu vois, ça a été un long cheminement en train de me dire, ah oui, en fait, c'est pour ça que je ressens ci, c'est pour ça que je ressens ça. Et puis maintenant que j'ai reconnecté, j'allais dire, le mental au corps, c'est encore plus puissant parce que ça vient beaucoup plus vite. Mais tu vois, ça a été vraiment un cheminement. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui à un moment donné a fait jaillir. Parce que moi, mon premier moyen d'expression, parce que je rappelle quand même que j'étais une personne assez introvertie, je le suis encore de nature, mais tu vois, ce côté où j'étais plus dans l'observation, à pas trop exprimer ce que je pensais, parce que bah voilà, j'avais peur des conflits. Pour une avocate, c'est rigolo, mais j'avais peur des conflits. Et donc, du coup, voilà, j'aimais pas ça. Et puis, la confrontation, c'était pas trop mon truc. Et en plus, j'étais plus à observer et après à tomber un peu, là, je m'en suis rendu compte après, dans l'adaptation, tu vois, toujours pour pas froisser, pour pas blesser, pour pas heurter. Enfin, bon, je t'en passe tous les freins. Et donc voilà, et donc du coup, mon premier moyen d'expression a été le podcast, où là je me suis dit, j'ai envie d'interviewer des gens, j'ai envie de partir à leur rencontre, parce que moi ça va me nourrir aussi parce que j'adore apprendre, et du coup j'adore partager. En fait, si j'apprends et je partage pas, il manque quelque chose, et si je partage mais j'apprends pas, il manque quelque chose. Donc je me suis dit, le combo, c'est me nourrir et en même temps partager. Et ça a été finalement le podcast qui a été le premier moyen d'expression. Donc oui, il vient de ma sensibilité, de cet élan, tu vois, mais comme je dis, ça a été un cheminement. Et tu vois, juste pour la petite histoire, pour parler de cheminement, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et même dans mon livre, tu vois, je parle de ce processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des années, tu vois, qui se sont écoulées. Et entre le moment où j'ai quitté ma vie d'avant, j'allais dire, et le moment où je me suis reconstruite, je dis cette espèce de moment transitoire, et ce moment où vraiment une autre dynamique s'est mise en place, bah, c'était 5 ans. C'est pas très long, mais c'est, voilà, et tu vois, si je fais le lien avec le livre, c'est 8 ans. C'est pas très long, mais tu vois, il y a quand même, c'est un processus qui peut être plus ou moins rapide selon si on est prêt ou pas. Mais c'est un processus et tu peux pas aller plus vite que la musique, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est important en fait, parce que beaucoup de gens pensent que changer, bah, c'est en un claquement de doigts. Et des fois, ils se disent, ah, c'est long, alors je vais jamais pouvoir évoluer. Alors déjà, j'aime pas, j'ai dit changer, mais j'aime pas ce mot-là. Moi J'aime non plutôt plus. évoluer. Mm. Et ils se disent, bah, si demain, j'ai pas évolué, ça ne marchera jamais. Bah, si, c'est qu'on, voilà, nous, toi comme moi, on a pris des années à venir où on en est aujourd'hui et C'est on ça. poursuit notre évolution parce que bah, on a encore plein de choses à faire évoluer pour être encore mieux, encore plus présent, encore plus épanoui, encore plus lumineuse. Et voilà, il faut vraiment se rappeler ça. C'est comme tu l'as dit plusieurs fois et j'ai adoré d'entendre ces mots. C'est des cheminements, des processus. Ça se Mm. fait petit à petit et pas à pas. Et Ouais. ça, Et- j'ai beaucoup ouais. aimé là tout ce que tu viens de nous raconter parce que ça remet la réalité des choses en fait. Pas celle Oui, qu'on voit dans les films qui c'est en ça. 1 minute les gens ils sont devenus des C'est ça. super-héros. Non. Et puis, tu vois, c'est vraiment de découverte en découverte. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut. Enfin, là, je fais plus le lien avec mon livre. Je me suis fait aider aussi à des moments de ma vie pour passer des paliers. Je ne l'ai pas fait toute seule, en fait. Il y a eu des personnes derrière. Et du coup, ça aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire aussi dans mon podcast, c'est qu'on a besoin des autres aussi pour voir dans les rétroviseurs. Parce que quand on est tout seul, tu as beau faire, tu vois, moi, par exemple, je comprends beaucoup de choses. Enfin, et puis, j'ai quand même développé cette lucidité, entre guillemets, en train de me dire, ouh là, attention. Stop, là, il y a un truc, et je m'auto-observe. Donc déjà, c'est déjà bien, c'est ma manière de fonctionner. Mais quand même, il y a des fois, j'ai beau m'auto-observer et voir, il y a des bougliblios, tu ne peux pas les délier tout seul et tu as besoin justement d'une personne tierce, neutre, objective, pas le clan familial, Mm. pour justement t'aider justement à cheminer et à sortir un peu de ces sacs de nœuds parfois. Surtout au début d'un chemin, je trouve. Ça dépend il y a des paliers, on passe des paliers, mais il y a des moments, des passages où ça, sincèrement, si tu veux vraiment y aller au bout, ben, généralement, on a besoin de petits soutiens extérieurs. Et comme tu as dit, quelqu'un de neutre. Parce que même des fois les amis, eh ben, ce sont nos amis et souvent ils vont être de notre côté. Alors, C'est pas ça. tout le temps, mais voilà, il y a ce côté de lien et d'amitié où bah, des fois on n'a pas envie voilà, d'aller trop en profondeur et de dire vraiment tout à la personne. Donc c'est vrai que la personne neutre, eh ben, elle connaît pas
toute notre histoire et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque Ouais. chose d'important. Ouais. Donc là, on commence à aborder ton livre dont je n'ai pas encore dit le nom, c'est Pourquoi je réagis comme ça, indécision, blocage, anxiété, colère, 34 clés, donc ça c'est Mm. important, et exercices pour aller de l'avant. Et dans ton livre, tu dis beaucoup de choses merveilleuses et tu parles que la sensibilité et les émotions sont une ressource précieuse pour se guider avec justesse. Alors pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, les personnes qui ont une sensibilité élevée, qui ont entendu comme toi, bah, t'es trop sensible, t'es trop émotif, t'es trop réactif, eh bien, comment on peut faire ce retournement et comment on peut passer en fait de la honte à cette fierté de ressentir en fait intensément. J'ai partagé mon chemin parce que ça a été mon chemin. C'est déjà, il y a il y a une étape, c'est j'allais dire, de légitimer nos émotions. Parce que tu vois, ça, je pense que, et ça, les parents aussi le font malgré eux. Alors, il n'y a pas que les parents, mais je fais le lien avec les parents parce que bah, quand tu es petit, tu évolues, tu as des figures tutélaires. Donc, ça peut être des parents ou, voilà, ou d'autres personnes. Mais en tout cas, on a des figures tutélaires. Et en fait, tu vois, il suffit que, je vais donner un exemple bateau, mais de nouveau pas pour remettre en question les parents, mais juste pour dire ce qui peut se passer dans notre petite tête, nous d'humains qui vivons cette expérience. Tu tombes et ou tu croises quelque chose qui t'a fait particulièrement peur. Et la personne va dire, mais non, mais c'est rien, il fallait pas se mettre dans cet état-là, tu vois bien, c'est rien, ou ah, tu t'es fait mal, je te fais un bisou magique, tu vois. Et ça part d'une bonne intention. Mais pourquoi je dis ces petits décalages? C'est qu'en fait, on vit beaucoup dans une société comme ça où on minimise beaucoup depuis tout petit ce qu'on peut ressentir. Parce que de nouveau, ce que moi je vais ressentir face à une situation, tu vas certainement pas ressentir la même chose et la même intensité. Parce que ça dépend aussi de notre histoire, de notre sensibilité, notre vécu. Enfin, on a tout ça en fait. On a tout un bagage derrière, même des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et en plus notre sensibilité. Et donc, du coup, tu vois, je pense que déjà de rendre légitimes nos émotions, c'est un chemin. Parce que parfois, on va tendance, moi j'étais la première à minimiser. Oui, mais bon, je ressens ça, mais pas vraiment. Ou alors je vais excuser l'autre. Oui, mais bon, il voulait pas. Non, mais en fait, non, je ressens ça, point. On se pose pas la question de c'est lié à quoi, c'est à cause de qui, à cause de quoi, peu importe. Je ressens ça, et si je le ressens, déjà, c'est légitime. Donc, déjà, premier chemin. Et après, tu vois, sur la honte, parce que ça, je sais que c'est le sentiment de honte, en tout cas quand j'ai eu ma mue, parce que j'ai vraiment eu ce passage de la chrysalide au papillon, le sentiment de honte était très présent, tu vois. Enfin, je le sentais lors des séances que je pouvais avoir. Il y avait vraiment, vraiment ouais, une mue, on va dire. Ben, je suis allée en fait à la rencontre de cette honte. Et quand je dis à la rencontre, c'est vraiment aller à la rencontre de l'émotion. Moi, c'est vraiment quelque chose. Et comme je dis, je faisais partie de ces gens qui ont eu plusieurs étapes. D'abord, moi, les émotions, je connais pas. Après, les émotions, je les connais, mais je les vis dans ma tête. Donc, je suis en colère, je suis triste, tu vois, mais je les vis là. Et j'ai appris à je ressens quoi dans mon corps et d'aller à la rencontre de ça. L'idée n'est pas d'y aller et de plonger, c'est pas du tout ça le sens de mon propos, mais d'y aller par petites touches. Et c'est pour ça que je reviens encore à ce cheminement. C'est comment tu fais ce retournement, c'est déjà d'accepter, de légitimer, de dire si je ressens ce que je ressens, c'est légitime, même si les autres me disent c'est pas la peine, c'est de se mettre dans cet état-là, devant cette situation, elle ne le justifie pas. Peu importe si on vit ça, si vous vivez ça, c'est légitime. Peu importe si la situation le justifie ou pas. Ça, c'est du jugement, mais même enfin, voilà, de notre société, les gens ne le font pas forcément à mal, mais on est conditionné comme ça, toujours à minimiser les choses. Et après, se dire, OK, je ressens ça, qu'est-ce que je ressens? Et d'apporter, tu as de la présence, mais par petites touches déjà. Juste par petites touches. Et de dire, OK, je laisse faire les choses et au fur et à mesure, ça va changer. Parce que déjà, le fait de légitimer et d'accepter juste ça sans vouloir changer quoi que ce soit, il y a déjà du changement, même si je sais que le terme changement, c'est pas, je suis aussi plus dans l'évolution, mais là, pour le coup, il y a une sorte de transmutation qui se fait. C'est-à-dire que tu passes vraiment d'un état à l'autre. Mais tant qu'on ne va pas à la rencontre, là, j'allais dire, tu vois, je pense toujours à un alchimiste. Pour transformer le plomb en or, bah, en fait, il faut aller au contact de la matière. Tu peux pas l'effleurer, en fait. Et c'est exactement la même chose. C'est pour ça que on va y aller par petites touches pour justement, notamment lorsqu'on est hautement sensible, qu'on ne se fasse pas embarquer par la vague et que ce soit complètement submergent. Mais c'est pour ça, ça s'apprend aussi, quoi. C'est sûr. Et dans ton livre, tu parles aussi d'un terme que j'aime beaucoup, d'exilé. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un très joli terme, cette part qu'on cache. Et peux-tu nous en dire plus justement sur ce terme et
Ouais, peux-tu nous en dire plus? Alors en fait, déjà, parce que c'est vrai que mon livre reprend un petit peu tous les outils qui m'ont aidé en fait à mieux comprendre. Donc il y a une partie sur vraiment tout ce qui m'a aidé, notamment la théorie polyvagale pour mieux comprendre comment fonctionnait mon système nerveux ou notre système nerveux d'ailleurs, parce que c'est pas le mien en particulier, mais bon, je parle dans ma recherche. Et après, en fait, ce que moi j'ai expérimenté aussi, en fait, avec le temps, j'ai compris qu'on avait plusieurs parts. Et moi, le but, c'est pas de coller à j'allais dire, à un outil en particulier. C'est plutôt de me dire, OK, qu'est-ce que j'en extrais? Mais en tout cas, l'un des outils, ça a été l'IFS, donc l'Internal Family System, où justement, il y a plusieurs parts, la part manager, la part pompier, la part exilé. Je vais le faire rapidement, mais après, je vais te dire justement ce que moi j'en ai tiré. En fait, donc la part manager, généralement, c'est ceux qui vont faire barrage pour justement protéger. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui se passe, c'est, j'allais dire, les gardiens du temple, quoi. Derrière, si vraiment, à un moment donné, c'est si fort, ça commence à passer le barrage, il y a les pompiers qui arrivent, un peu comme les pompiers ici qui vont venir éteindre le feu. Et si vraiment c'est trop, trop fort, ben, il y a les parts exilées qui sont derrière. Mais c'est pour protéger justement ce qu'il y a derrière. Et derrière, ce sont des parts endolories. Et en fait, finalement, qu'est-ce que c'est pour moi? Tu vois, j'ai toujours cette image. Alors moi, j'adore tout ce qui est plantes, botanique, etc. L'aken, par exemple. L'aken, c'est-à-dire, on enlève le noyau, mais il va pas s'enlever tout seul. C'est-à-dire qu'il faut faire le mouvement d'ouvrir le noyau pour justement ben, le toucher, le voir. Ben, en fait, c'est la même chose pour les parts exilées. C'est qu'en fait, les parts exilées, il s'est passé des choses dans notre histoire. On s'est dit, plus jamais je montrerai ça parce que plus jamais je vais vivre ça. Donc, du coup, il y a, j'allais dire, la forteresse qui se met en place, hein, les pompiers et les managers. Et en fait, finalement, tout l'enjeu, et c'est à travers nos réactions, c'est nos réactions qui peuvent être aussi des indicateurs. Pourquoi j'ai réagi comme ça, de telle ou telle manière? Pourquoi ma réaction a été démesurée? Bah, très souvent, c'est parce que derrière, il y a des parts endolories qui demandent à être vues, justement, et qu'elles sont prêtes à être vues. Et donc, du coup, bah, le seul moyen qu'elles ont pour se montrer, vu qu'elles sont cachées et qu'on veut surtout pas les voir, enfin le mental ne veut surtout pas les voir parce que ça pourrait être j'allais dire, trop confrontant, notamment émotionnellement. Donc on va, voilà, bah, elles vont se manifester à travers nos réactions. Si je schématise, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que pour moi, tout le chemin a été de me dire, tiens, j'observe mes réactions parce que pour moi, ce sont des cadeaux, pas l'idée de les corriger. L'idée n'est pas de changer mon livre, par exemple, c'est pas pour corriger nos réactions et de ne plus réagir et de devenir un Bouddha. C'est que simplement, en fait, de se dire, OK, comment je transforme justement le plomb en or? C'est-à-dire comment j'en fais finalement des cadeaux pour justement, bah, justement aller de l'avant, mais tu vois, justement, partir de ce mouvement où je cache et j'exprime, en fait, finalement, c'est ça. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça le chemin. C'est je cache et je passe à j'exprime. Bah, là, il y a un processus pour passer de l'un à l'autre. Et finalement, c'est le chemin du livre, tu vois. Tout à fait. Et justement, prochaine question, c'était ça, en fait. Beaucoup de personnes réagissent sur le coup de l'émotion, vont s'emballer et après regretter. Ou inversement, bah, on va se taire, on va pas dire. Et bah, beaucoup de personnes hautement sensibles ont vécu ces deux extrêmes. Je l'ai vécu à passer de l'un Bien à sûr. l'autre. Ça boue, ça boue. Moi, je suis quelqu'un de très calme, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je peux exploser. C'est extrêmement rare, mais personne ne comprend. Mais j'explose. Et j'ai vécu ce moment aussi où on se tait. Donc, je pense que beaucoup de personnes hautement sensibles vont se reconnaître dans cette question. Quelle serait cette clé ou une clé que tu pourrais nous partager pour sortir de ce piège? Bah, en fait, tu vois, je dirais l'auto-observation, c'est- parce que moi, c'est ce qui m'a aidé, parce que moi, j'étais bloquée là-dedans, tu vois, sur le côté où par moments j'explosais, puis des personnes se disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu réagis comme ça? Voilà. Ou alors le côté où je ne disais rien, mais alors je rentrais chez moi et je sentais ça bouait, enfin soit ça bouait parce qu'il y a quelque chose qui s'était pas exprimé, soit je m'en voulais et du coup, soit je culpabilisais. Enfin, il y avait plein de choses, mais dirigées contre moi, forcément, puisque j'arrivais pas à l'exprimer. Donc du coup, bah, ça se redirigeait contre moi.
Et du coup, je pense que, tu vois, de nouveau, il n'y a pas de clé dans le sens clé magique. Je parle quand je dis clé, il y a des clés et je vais en parler, mais il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a déjà le fait d'observer, en fait, et de voir aussi dans quel état émotionnel on est. Et tu vois, je fais le lien aussi quand tu parlais, justement, tu sais, tu rappelais quand je disais les émotions, finalement, c'est un peu, si je reformule, notre boussole intérieure. Bah, c'est aussi regarder en fait tu vois, notre état émotionnel. Il y a des fois, on est plus saturé que d'autres. Je prends l'exemple des personnes justement hautement sensibles. On a ce truc-là, c'est que parfois, il suffit qu'il y ait trop de bruit, il suffit qu'il y ait trop de monde. Du coup, tu as beaucoup moins d'espace. Donc, l'une des clés, en fait, finalement, c'est d'observer comment je me sens et après, en fait, quelque part, d'apprendre à faire de l'espace. Il y a plusieurs manières de faire de l'espace. Après, il faut trouver ce qui nous correspond. Il y a des exercices d'ailleurs que je partage dans le livre pour réguler son système nerveux, mais il y a aussi des choses toutes simples, c'est-à-dire s'autoriser parfois à quitter une pièce pour aller juste prendre l'air un petit peu, tu vois, parce que ça, je prends l'exemple, moi j'accompagne beaucoup dans le milieu, euh, dans l'entreprise et des gens qui managent, et notamment des dirigeants, et tu vois, souvent ils disent, je veux avoir la réponse tout de suite. Ben non, en fait, ça, c'est la société qui nous dit faut répondre tout de suite, faut être au tac au tac, etc. Et en fait, pour moi, déjà, la première étape de prendre conscience, de se dire, OK, là, je suis pas en capacité de répondre d'une manière avec discernement et, enfin, j'ai peur, parce que c'est ça, quand tu es pris par tes émotions, tu commences à perdre en clarté, c'est flou, en fait. Donc, dans ce cas-là, c'est temps mort, je sens bien que là, ça va pas. Donc, soit je sors, soit je vais faire un tour, enfin, tu vas s'autoriser aussi à faire des micro-pauses et je prends l'exemple même dans le travail, parce que c'est vrai que là, je fais le lien avec le travail, parce que c'est plus dans cette sphère-là que j'interviens. Mais parfois, on peut aller aussi juste aux toilettes pour faire le vide, en fait. Et même que serait-ce quelques secondes, ça fait du bien. Donc, tu vois, pour moi, la clé déjà, c'est au lieu de s'en vouloir et de se dire, ah mince, j'ai surréagi là, ou au contraire, je voulais dire et j'ai pas osé dire. Ça, on va rester dans le mental et malheureusement, on va ruminer et ça va juste nous affaiblir dans notre estime de nous-mêmes et même dans notre confiance en nous-mêmes, tu vois. Et pour moi, c'est déjà prendre soin, en fait, déjà de ça, de dire, OK, OK, je me dis ça, maintenant je repars sur comment je me sens. Waouh, je sens que c'est, c'est, voilà, c'est tumultueux à l'intérieur. Bah, justement, de voir qu'est-ce que je peux faire là, à l'instant T, pour juste m'apporter un peu de soin. Parce que finalement, pour moi, c'est ça, c'est prendre soin. Je pense que la chose la plus importante dans les interactions avec les autres, c'est prendre soin de nos émotions. Et très souvent, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est ce que j'appelle souvent, on balance la patate chaude à l'autre pour dire, bah, tu te débrouilles, moi, je sais pas quoi faire de mes émotions, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Alors qu'en fait, notre responsabilité, pour moi, elle est surtout là, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je ressens. Et en fait, prendre soin. Et quand je dis ça, c'est pas pour, tu vois, le côté, il y a pas de, enfin, c'est de la douceur que je veux dire, tu vois. C'est pas dire, ah tiens, je suis responsable de ça, donc c'est de ma, enfin, c'est pas pour s'auto-flageller ou ce genre de choses, pas du tout. C'est juste dire, ok, j'en suis responsable, donc j'en prends soin comme je prendrais soin d'un enfant finalement. C'est exactement la même chose en fait. J'en suis responsable et je vais en prendre soin et je vais apporter de la douceur. Et après, on trouve ce qui peut nous servir. Je prends l'exemple aussi de la respiration, cohérence cardiaque. Je connais des personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir et se disent, OK, j'allume l'application, je suis en open space et en fait, je respire comme ça pendant 5 minutes. Personne ne le voit, je suis derrière mon ordinateur. Pendant ce moment-là, c'est temps mort. Bah, ce sont des choses qui font du bien. Et du coup, ça te permet de te remobiliser et d'arrêter de partir dans le mental. Mm. J'ai beaucoup aimé ton image de la patate chaude que tu envoies et souvent, en fait, tu l'envoies et l'autre, il va te renvoyer aussi sa patate. C'est Et ça. après, il y a plein de patates et on sait plus quoi en faire. Mais voilà, et on ne sait plus à qui elle appartient. Donc du C'est coup, on se ça. retrouve à régler une patate qui n'est pas la nôtre. Puis on se dit, je comprends pas, parce que j'ai perdu beaucoup d'énergie et ça ne règle pas le schmilblick, entre guillemets. Alors qu'en fait, c'est ça, c'est finalement se délier. Et c'est compliqué parce que dès que tu as de l'émotionnel, tu es embarqué dans un marasme et c'est très dur. C'est pour ça que je dis, pour moi, l'une des clés, c'est l'auto-observation, se dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui m'a déclenché finalement? Parce que c'est ça, qu'est-ce qui a été un déclencheur pour moi? Et en fait, se dire, OK, pour déjà remettre, j'allais dire, les choses dans l'ordre, tu vois, parce que c'est très dur, parce que si on est embarqué dans les émotions, l'autre aussi, c'est très, très compliqué, tu vois. Moi, je l'ai vu en médiation. Ça, la médiation m'a beaucoup apporté pour ça. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà, si les gens, on leur dit, focussez déjà sur ce qui vous concerne, vous faites abstraction de l'autre 2 minutes, parce que c'est pas facile, mais juste pour se dire, OK, qu'est-ce qui a été un déclencheur? Et OK, d'accord, ce dont on parle, c'est déjà un premier pas
tout doucement, tu vois, remettre de l'ordre dans la pelote de laine qui peut être parfois tout entortillée, quoi. Tu nous as aussi déjà parlé un petit peu du système nerveux, des traumatismes que certaines personnes peuvent vivre et qu'on a tous, je pense, vécu. Je pense que tout le monde vit Oui, des traumatismes. Euh, ça doit être extrêmement rare, les personnes qui n'en ont pas, parce que tout oui, traumatisme ne veut pas dire un truc extrêmement exactement. violent. C'est ça. Tu nous as parlé tu vas dans ton livre, tu en parles. C'est un livre vraiment qui est assez profond, qui parle vraiment de beaucoup de choses, qui est très structuré. Et tu as mis donc 34 clés et exercices. Est-ce que tu pourrais nous citer un exercice que tu as mis dans ton livre et qui a eu vraiment sur toi un impact euh, important? Alors, bah, il y en a plusieurs parce que ça aussi, c'était un point important dans mon livre, c'est que tout ce que je partage, c'est des choses qui ont, j'allais dire, que j'incarne. Donc, de nouveau, l'idée, c'est de prendre après ce qu'il faut tester, puis après voir ce qui nous parle. Parce que moi aussi, il y a des exercices que je préfère que d'autres. Donc voilà, donc déjà, c'est important de prendre conscience de ça. Puis parfois, on peut se dire, oui, ça peut fonctionner chez elle, mais est-ce que ça fonctionnera chez moi? Bah, ça aussi, en fait, faut tester, faut voir. Et puis, il faut ajuster. Et c'est ça que je veux dire aussi, c'est que parfois, il faut ajuster. C'est-à-dire que parfois, on peut prendre, tu sais, un petit peu dans l'un et un petit peu dans l'autre pour faire sa propre mixture. Mais d'abord, il faut les tester pour pouvoir se les approprier. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, je m'aide d'outils, mais après, j'en tire. J'en fais ma popote, entre guillemets, qui, moi, me permet d'évoluer. Et donc, pour répondre à ta question, il y a un exercice, et du coup, ça rejoint, ça fait la boucle, mais pour moi, il a été capital, et il est encore capital aujourd'hui, parce que c'est pas parce que voilà, j'ai écrit un livre sur pourquoi je réagis comme ça, que je suis devenue quelqu'un de imperturbable de tout événement extérieur. C'est qu'en fait, je vais observer déjà l'état nerveux dans lequel je suis. Et donc, du coup, j'en parle à des différents états. Donc, je vais faire simple. Il y a le mode fuite-attaque, où justement, on va être très agité, très, voilà, en mode ce qu'on appelle l'état sympathique. Le figement, le mode figement, c'est plus le côté, on est en complètement je caricature, mais léthargique, plus d'énergie, voilà, on a des pensées assez négatives. Et puis au contraire, quand on a un état de confiance, que j'appelle le mode confiance, c'est-à-dire, voilà, on est bien, on est ouvert aux autres, etc. Ben, en fait, le fait de prendre déjà une sorte de météo intérieure, même si je l'appelle pas comme ça dans mon livre, mais une sorte de météo intérieure où justement se demander comment je me sens. Et du coup, si on voit qu'on est en mode fuite ou attaque ou en mode figement, ben, en fait, se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là comme petit exercice? Là, il y a un exercice très simple qui peut se faire, par exemple, dans le métro, dans les transports en commun. Je pense aux personnes qui habitent en ville, qui prennent les transports en commun. Ben, en fait, c'est déjà de prendre, par exemple, 5 ou 10 objets. 5, c'est déjà pas mal. Bon, 10, c'est mieux. Mais soit de la même couleur, soit de la même matière. Et de faire, tu vois, de faire un tour d'horizon, mais vraiment tourner la tête de tous les côtés, j'allais dire, pour vraiment regarder, tiens, ok, par exemple, je prends du blanc, bah tiens, il y a la poignée blanche, il y a la lampe blanche, il y a la feuille blanche, il y a le mouchoir blanc, tu vois, et du coup, en fait, ça permet déjà de se remobiliser. Parce qu'en fait, c'est ça finalement, quand on est embarqué dans nos émotions, bah, en fait, on est souvent, et surtout quand on est, on a tendance quand même à mentaliser, on vit dans une société comme ça, on part là-haut et on n'est plus du tout dans le corps et on n'est plus du tout ancré. Donc du coup, c'est important de revenir ici, de se remobiliser. Et après, il y a un autre exercice aussi que je faisais, ça me fait penser par rapport à l'ancrage, c'est que simplement aussi, c'est ressentir ses pieds. Parce que ça paraît bête comme exercice, c'est tout con et ça ne se voit pas. Donc c'est très pratique même en réunion. Et en fait, se dire, ok, je sens mes pieds, en fait, quitte à imaginer des racines, en tout cas déjà de sentir en fait son attache au sol, de dire, je suis là, bien présent dans mon corps. Et en fait, le fait de mobiliser son attention déjà rien que sur ses pieds jusqu'au bout des doigts de pied, ça permet déjà de... Tac, c'est comme si, j'allais dire, j'ai un peu cette image de chaussette, mais c'est vraiment, tu rentres dans ton corps, en fait, tu es vraiment présente dans ton corps. Et ça te permet de revenir. Et même s'il y a des parties que tu sens pas, parce que ça aussi, c'est un processus, moi j'avais remarqué qu'il y avait des parties, à l'époque, hein, quand j'ai commencé à faire vraiment cette mue, il y avait des parties, je les sentais pas. Bon, ok, c'est pas grave, je les sens pas. Ça, j'en parle aussi dans mon livre, se pas sentir. Mais voilà, mais en fait, on essaye par des moyens, j'allais dire, très simples, qui ne demandent pas non plus, j'allais dire, chercher midi à 14 heures pour déjà juste revenir ici.
Et ça permet déjà de se calmer, mais tu vois, de prendre déjà conscience de comment je me sens. Et ça aussi, je vais aller encore un peu plus loin. C'est ça aussi qui permet dans les interactions de se dire, est-ce que c'est le moment de discuter avec l'autre ou pas? Souvent, on va chercher le moment par rapport à l'autre. On va se dire, est-ce que c'est le moment? Je le sens pas. Ah non, il est comme ci, il est comme ça. En fait, faut même pas se poser la question comment se sent la personne. Faut se poser la question comment moi je me sens. Et du coup, si on se sent en confiance, ah, c'est le bonjour, même si pour l'autre, c'est pas le bonjour, il y a quelque chose qui va se passer. Si moi, je suis en confiance, déjà, ça va se propager. Si par contre, moi, intérieurement, ça part dans tous les sens, même si l'autre, c'est plutôt le moment pour lui, attention. Donc ça aussi, donc c'est pour ça que cet exercice peut aider pour plein, plein, plein de choses du quotidien. Justement, c'était mon autre question où tu parles de soi et de l'autre ou de l'autre et de soi. Dans ton livre, tu en parles, c'est de dire sa vérité pour pouvoir mieux se relier aux autres. Et beaucoup de personnes hautement sensibles, dont je fais partie, dont j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, j'ai beaucoup exploré comment aller mieux pour dire ma vérité. Bah, beaucoup de personnes hautement sensibles ne veulent pas la dire, n'osent pas la dire pour pas blesser, pour pas déranger. On dit pas ce que sa propre vérité. Alors pourquoi c'est si difficile et par où bah, ces personnes peuvent commencer pour oser faire une première approche de dire sa vérité? Ben, en fait, tu vois, c'est de nouveau la même chose et c'est pour ça que ça c'est vraiment le fil conducteur de mon livre. C'est pourquoi, en fait, pourquoi j'ai peur de déranger, pourquoi j'ai peur de blesser l'autre, pourquoi finalement mon regard, parce que moi je faisais partie de ces personnes-là qui étaient complètement tournées sur l'autre à mon détriment. En fait, c'est-à-dire que je regardais d'abord l'autre avant de me regarder moi et que finalement, en fait, tout le processus a été de faire l'inverse, c'est-à-dire non pas, c'est pas de l'égoïsme en fait, c'est simplement repartir de mon centre, j'allais dire pour après extérioriser. C'est-à-dire qu'en fait, dans la société, surtout, après, ça dépend aussi de son éducation, de la société dans laquelle on a vécu, mais on a quand même ce côté un peu judéo-chrétien, je parle dans la culture, hein, là je parle pas de religion, hein, je parle vraiment de la culture, où on va être tourné sur l'autre, sur il faut que je pense à l'autre, l'autre d'abord et moi ensuite, enfin je caricature, mais les gros dictates en fait qu'on a pu entendre, et qui peut être parfois ancré dans certaines familles, plus ou moins, et du coup, en fait, tout le cheminement va être déjà de moi, enfin voilà, de faire les reconnexions aussi, entre guillemets. Et après, justement, ça refait, une fois qu'on est reconnecté à l'intérieur, ça part de l'intérieur pour s'exprimer à l'extérieur. Parce que le but, nous sommes des êtres sociaux, c'est pas de vivre dans notre petite bulle. Mais du coup, tu vois, c'est déjà d'accueillir, en fait, qu'est-ce qu'on ressent. Tu vois, parce que souvent, cette étape, elle est pour moi négligée. C'est qu'on va tout de suite se dire, j'ai peur de déranger, comment j'ose dire les choses. Et du coup, on va déjà se focuser sur le moyen pour oser dire les choses, tu vois. Et en fait, il y a une étape parfois intermédiaire, mais qui est essentielle pour moi justement pour faire cette alchimie. C'est que, ok, déjà, qu'est-ce que je ressens face à la personne? Ah, d'accord, je ressens de la peur. Et tu vois, déjà de prendre un peu de temps à ça. Parce que souvent, on veut directement sauter l'étape et se dire, bah mince, pourquoi j'ose pas? Maintenant, je vais m'affirmer. Donc, je vais essayer de voir comment je peux m'affirmer, gagner en confiance en moi. Mais en fait, on ne peut pas négliger l'étape préliminaire qui, même pas pourquoi, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas forcément de comprendre, mais déjà on a besoin de comprendre pour mettre des mots, pour mettre du sens. Mais là, l'idée, c'est pas d'essayer de comprendre, c'est déjà juste de se dire, OK, là, j'ai peur de déranger, mais d'aller au contact déjà de ce que je ressens. Et puis après, par petites touches, c'est-à-dire des petits challenges au quotidien. C'est-à-dire, c'est un exemple, mais moi, par exemple, on me proposait une soirée, j'avais du mal à l'époque à dire non, en fait, alors que je pouvais être fatiguée, que c'était pas le moment, que j'aurais peut-être envie d'être seule, en fait, mais parce que, bah oui, mais quand même, c'est jeudi soir, je prends l'exemple quand j'étais étudiante, c'est jeudi soir, c'est quand même sympa, puis bon, allez, j'y reste un petit peu, j'y vais. Et en fait, bah, ça, c'est un exemple d'oser dire non, en fait, à des petites choses qui finalement, il n'y a pas beaucoup d'enjeux en fait. Mais ça, c'est déjà exprimer sa vérité. Si bien sûr, c'est juste de dire non. L'idée, c'est pas de dire non si intérieurement, c'est pas non. Mais tu vois, c'est déjà en fait de commencer à voir des choses où il n'y a pas trop d'enjeux. Alors, je dis non, mais ça peut être d'autres choses. D'oser dire à quelqu'un ce qu'on pense en fait. Mais déjà à des personnes, on sait que les personnes sont plutôt en mode accueil, bienveillante, etc. Et on peut le faire en fait, on peut se le permettre. Parce que même parfois, des gens avec qui on ose dire les choses, il y a parfois
des choses qu'on n'ose pas dire, des sujets qu'on n'ose pas aborder. Donc déjà, en fait, commencer, tu vois, par des petites situations qui n'ont pas un grand enjeu, mais tout doucement, parce que c'est toujours la même chose, c'est aussi comme ça qu'on rééduque, entre guillemets, son mental pour se dire, bah, tu vois, en fait, ça s'est bien passé. Et un point qu'on néglige aussi, c'est que pendant qu'on le fait, comment je me suis sentie. Parce que ça aussi, parfois, on peut le faire, se dire, je vais le faire, mais il y a tellement de résistance que tu vois, ça va pas être fluide. Ben, en fait, c'est pas se dire, oh, j'ai été nulle, j'ai voulu le dire et ça, ou j'ai voulu dire non, mais là, je me suis justifiée. Non, non, de la douceur. Ok, ça s'est passé comme ça et c'est ce qui devait se passer, mais simplement, tu as d'apporter juste un petit peu de présence à ce qui s'est manifesté à ce moment-là. Parce que tout ça, en fait, permet au fur et à mesure de désengrammer. C'est pour ça que je parle de processus. Il n'y a pas de méthode miracle, mais c'est comme ça que j'ai fait. Et la bonne nouvelle, c'est quand même ce que je veux partager aux auditeurs parce que ça, c'est important, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui étaient très difficiles pour nous. On va se retrouver dans le feu de l'action et on va se dire, waouh, après quoi? On va se dire, c'est incroyable, ça, à l'époque, j'aurais été incapable de le dire. Et en fait, on n'a même plus besoin d'y penser, ça sort tout seul, c'est fluide, la personne, elle l'accueille, il n'y a aucun problème, enfin, tout est fluide. Et là, on se dit, waouh, le chemin, il est fait. Et c'est là ce que je veux donner espoir aussi aux gens, c'est pas que la difficulté parce qu'on peut se dire oh là là mais c'est horrible. Non 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 non, c'est par petites touches, mais à un moment donné et quand même à un moment donné assez rapidement, c'est pas dans 10 ans, on commence à voir quand même des effets. Moi je sais que dans cette période de mue, j'ai vraiment eu des moments, mais ça se faisait parfois de semaine en semaine où je voyais des choses, et waouh, ça change et c'est génial. Bon après, parfois c'est plus long aussi, parfois c'est plus rapide, c'est des moments, puis ça dépend aussi, j'allais dire ce qu'on désengramme entre guillemets. Mais voilà, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après on n'a plus besoin d'y... C'est naturel, mais on ne peut pas négliger ces parties, tu vois, où il faut apporter de la présence à nos émotions. Et pour les personnes hautement sensibles qui ressentent, c'est souvent ce qu'on a peur parce que c'est très fort, c'est très intense. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se munir, entre guillemets, de quelques exercices pour ne pas se faire submerger et se dire, OK, là, j'ai pas réussi là, la prochaine fois, ça ira mieux parce que je suis en chemin. Et d'apporter beaucoup de douceur, parce que ça, c'est important aussi. Tout à fait, de la douceur. Et comme tu as dit, je répète, ce cheminement, on a des habitudes. Et en fait, C'est ça. déconstruire une habitude, bah, ça se fait pas comme ça. Et généralement, comme tu as dit, les exercices que tu fais, enfin, que tu as mis dans ton livre, il faut les faire, les répéter. Et il serait dit que en 21 jours, on entame une nouvelle habitude et on enlève l'autre, et qu'en 66 ou 60 jours, là d'un coup, j'ai un doute, on l'a, ça y est, on a ancré la nouvelle habitude. Donc, c- il faut répéter, répéter, et même si on se trompe, c'est pas grave. On C'est ça. revient C'est et on recommence. exactement. Et dans un cheminement, c'est ça. Parfois, on avance de 2 pas, on recule d'un pas, mais on avance toujours, en fait. Et tu vois, ça me fait vraiment penser aussi à un point important, c'est que parfois, on peut pas voir les effets tout de suite. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai vu aussi qu'il y avait des choses où je ne portais plus la charge, en fait, affective qui me faisait agir de telle ou telle manière, parce qu'en fait, c'est ça, finalement. Ce qu'il y a derrière, les peurs de blesser, etc., il y a souvent des charges. C'est ça qui demande à être vu. Et en fait, ben, comme tu dis, c'est des habitudes. Il y a des fois, on continue à faire parfois certaines choses alors qu'on n'a plus la peur d'eux, mais parce qu'on a toujours fait comme ça, ben, il y a une rééducation, un réapprentissage. Rééducation, c'est peut-être un peu fort et un peu brutal dans le mot, mais tu vois, il y a il y a un réapprentissage pour se refamiliariser, entre guillemets, avec soi, en fait, qui on est finalement. Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est coupé à un moment donné de par notre histoire, et puis l'idée n'est pas de blâmer les autres. Il y a des choses, l'école, enfin plein de choses sur notre chemin, où on a mis parfois des carapaces, et au fur et à mesure que tu enlèves la carapace, au contraire, tu ne deviens pas plus vulnérable, mais simplement, tu deviens plus toi. Mais du coup, bah, il faut quitter aussi les anciens, j'allais dire les anciennes manières de faire qui étaient bonnes à l'époque, mais plus forcément, j'allais dire, après la mue, entre guillemets. Je dis pas que tous nos auditeurs ou auditrices ont cette aspiration de faire une mue, mais c'est quand même ça, en fait. Au fur et à mesure qu'on change un comportement, qu'elle soit grande ou petite, en fait, quelque part, c'est quand même une mue, puisqu'en fait, on fait évoluer un état, en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme évolution, parce que c'est Mm. ça, en fait. C'est pas un changement. Un changement, c'est comme si on voulait. C'est une évolution. Et comme tu parlais voilà, de ce réapprentissage de soi-même, c'est qu'aussi les autres, ils voient cette évolution et eux aussi doivent apprendre avec cette nouvelle version de soi qui est en train Tout à fait. d'évoluer. Et des fois, il faut pas toujours en vouloir à l'autre.
qui comprend pas parce que bah Bien oui, sûr. on a toujours été comme ça et d'un coup on évolue et on fait différemment. Et les autres, ça peut perturber la personne en face ou les personnes en face. Et il faut accepter bah, que une transition aussi, que eux comprennent. Et puis s'ils ne la comprennent pas, bon, on décide après. On décide, mais Mm. c'est vrai que voilà, il faut l'autre aussi bah, doit se faire à notre évolution. Tu vois, je te partagerai juste encore un point parce que ça, c'est quelque chose, et merci du coup d'apporter cette précision parce que tu vois, souvent, le frein, c'est qu'on peut se dire, voilà, j'ai pas envie, enfin, on a toujours peur quand on évolue aussi, comment ça va évoluer autour de nous, surtout qu'il y a des gens qui font partie de notre écosystème, entre guillemets, je pense notamment à la famille, aux gens très proches, et parfois, bah, ça peut perturber, quoi, enfin, voilà, puis les gens sont pas toujours prêts à changer, mais tu vois, ça me fait penser une fois au côté de se mettre en avant. Alors, c'est un exemple, hein, mais c'est une anecdote. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal à cette notion de se mettre en avant, parce que mettre en avant, pour moi, c'était synonyme de mettre enfin, les gens autour de moi dans l'obscurité. C'était une croyance, en fait, que j'avais. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, en fait, j'avais un peu cette image que si chacun allume son phare, il y a peut-être des gens, ça va bousculer, il y a des gens qui camperont et qui ne changeront pas. Ok, c'est leur choix. Et il y a des gens, au contraire, qui vont trouver ça inspirant et qui, du coup, vont se dire, waouh, moi, j'ai envie de faire la même chose qu'elle. Et du coup, pas pour faire la même chose, mais simplement de se dire, ah ouais, parce que là, elle est beaucoup plus lumineuse qu'avant, en fait, cette personne. Donc, du coup, ça m'inspire. Et donc, du coup, moi aussi, j'ai envie d'allumer mon phare. Et au fur et à mesure, on va allumer nos phares. Et tu vois, et c'est là où je trouve que la relation, elle a quelque chose de beau. Il y a effectivement des gens qui n'avancent, voilà, qui camperont sur ce qu'ils sont et qui veulent nous voir comme ça et n'acceptent parfois pas de nous voir évoluer. Mais j'ai envie de dire, en fait, le plus important, c'est de tracer son chemin. Et à un moment donné, en fait, il y a des gens autour de nous, et même des gens qui font partie déjà du chemin à la base, hein, c'est pas forcément des nouvelles personnes, mais qui vont aussi, j'allais dire, rejoindre le mouvement, en fait. Et du coup, se sentir, enfin, moi, j'ai toujours cette image d'Aken, tu vois, mais de se rapprocher de plus en plus à son être profond et donc sa singularité. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est montrer sa singularité. C'est en ça que justement, et encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle, etc., on en a encore plus besoin des personnes qui montrent leur authenticité, leur singularité, ce qu'ils sont vraiment. Et je trouve que quand on s'autorise soi-même à le faire, à montrer, à exprimer sa vérité, bah, il y a des gens qui vont résister, mais il y a beaucoup de personnes quand même qui vont vouloir suivre le chemin. De nouveau, avec leurs propres aspirations. Il y a des gens qui n'iront pas aussi loin. Enfin, il n'y a pas une question de plus loin ou moins loin, mais ce que je veux dire, c'est très personnel, mais en tout cas, je pense que quand on allume son phare, ça peut encourager les autres à allumer le leur, en fait. Et du coup, ça fait plein de petites lumières et c'est très joli. Oui, toutes ces lumières, c'est bien, même beaucoup plus beau et ça fait un monde meilleur aussi. C'est ça, c'est ça. Parce que pour moi, le travail, entre guillemets, individuel a forcément une incidence collective. Et Tout tu à vois, moi, c'est fait. ça, en fait, qui m'anime. C'est le côté où c'est un impact collectif. C'est pas uniquement pour moi, avec moi-même. C'est vraiment cette pacification des relations, mais au niveau collectif. Tout à fait. Et tout à l'heure, d'ailleurs, tu l'as dit ce mot. On n'est pas égoïste de penser à soi. Et c'est pour ça. Et là, tu as vraiment bien comblé ce que j'avais aussi dans ma tête. C'est que on- penser à soi, c'est penser aux autres. On n'est pas égoïste. Et ça, c'est cette société qui nous a dit que si on pense à soi, on est nombriliste, on devient, voilà, on pense qu'à soi. Non, on pense à soi, oui, mais c'est pour penser aux autres et c'est pour avoir cette lumière qui va éclairer aussi les autres et qui après eux-mêmes vont avoir leur lumière qui va éclairer Ça, une lumière d'autres personnes. c'est Et exactement ça, ça. c'est important. C'est Ouais. important. Et Et bien la sûr, il faut pas pacification, penser qu'à soi. Ça, là, on part dans autre chose. c'est ça? Mais il faut penser à soi, je dis en premier, pour mieux penser aux autres. C'est ça. Et pour moi, tu vois, ça revient avec cette pacification des relations qui, moi, m'est chère. C'est faut être en paix. Alors, c'est un chemin. C'est un chemin, mais en paix avec soi-même, parce qu'on a souvent beaucoup de conflits intérieurs, mais ça se ressent dans nos relations. Et c'est pour ça que, tu vois, je fais le pont avec quand tu disais penser à soi, bah, c'est aussi prendre soin, faire de l'espace. Quand tu as de l'espace, tu peux accueillir l'autre. Si tu n'as pas d'espace intérieur, tu peux pas accueillir l'autre. Si tu es en conflit avec toi-même, tu peux pas ne pas être en conflit avec l'autre. En tout cas, ça peut pas être fluide, ça manque de fluidité. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, ouais, vraiment important de partir de soi, mais justement parce que c'est de
soi que justement ça se propage à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, mais des multitudes de fois, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et c'est là où vraiment on retrouve notre pouvoir personnel. Au lieu de vouloir avoir le pouvoir sur l'autre ou contrôler Mm. l'autre, on va avoir le pouvoir sur nous-mêmes. Mais ça, enfin voilà, c'est là où on peut agir. Et ça peut avoir vraiment des influences au niveau collectif. Et ça, je trouve que c'est vraiment réjouissant. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je me dis, ça peut vraiment participer à un monde vraiment plus harmonieux. Et j'aime bien finir les interviews avec une question un peu plus intime. Tu as déjà dit quelques mots déjà au début de l'interview. Est-ce que tu agis maintenant toujours sans réagir ou est-ce que c'est encore un chemin de tous les jours pour toi? Bah, en fait, c'est plutôt que j'ai développé en fait finalement, en fait ce que je décris dans le livre, c'est en fait la manière comment j'interagis aujourd'hui avec les autres. C'est-à-dire, tu vois, maintenant, mais il y a un peu d'années derrière. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir être par exemple en interaction avec toi et tu vas par exemple me dire quelque chose qui va me blesser. Ben, aujourd'hui, en fait, je peux continuer à être en discussion avec toi et en fait, je vais pouvoir en même temps prendre soin voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, j'arrive à être en interaction enfin, tu vois, tout en prenant soin. Après, je m'entends, il y a événement et événement, on est bien d'accord, je ne suis pas devenue, voilà, ça dépend, mais parfois, on le voit bien dans les interactions, il y a parfois des remarques qui peuvent blesser, des choses même anodines, en fait. Mais qui nous touchent. Et en fait, tu vois, je pense qu'il y a des fois où parce que moi, c'était mon mécanisme, je me repliais sur moi-même. Et du coup, je ne disais plus rien, je ne parlais plus, je tombais limite dans le mutisme. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Ben, en fait, maintenant, c'est moins le cas parce que justement, j'arrive à être dans, tu vois, avec moi, mais avec l'autre en même temps, en fait. Et c'est ça que je veux dire, plus j'apporte de la présence à moi-même, plus je suis en présence avec l'autre. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Après, pour des choses plus challengeantes, en fait, je vais prendre soin. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus challengeantes pour moi où là, je ne vais pas pouvoir être en direct en même temps et faire. Enfin, voilà, là, c'est quand même un travail d'équilibrisme. Mais du coup, tu vois, c'est que maintenant, j'ai des alertes, en fait, intérieures où je me dis, ah, tiens, là, tu es beaucoup dans le mental parce que moi, c'est un de mes biais, c'est partir beaucoup dans le mental, comme beaucoup de personnes, je pense. Et du coup, par exemple, moi, par exemple, c'est l'yin yoga qui m'apporte beaucoup parce que ça me permet vraiment d'être dans. Ben, c'est l'éloge de la lenteur, mais c'est vraiment le côté mouvement lent. Alors que je suis quelqu'un d'assez speed. Et justement, là, ces mouvements lents, revenir vraiment au corps. Mais tu vois, je vais prendre des temps, même si c'est que 15 minutes, parce que je suis prise par le temps et que c'est une journée très chargée, par exemple. Mais tu vois, je vais avoir des micro-temps et c'est ça qui va me permettre de refaire de l'espace. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. C'est que maintenant, en fait, quand je suis en saturation, comme je suis quand même, voilà, je capte beaucoup, enfin, voilà, même au quotidien, je veux dire, les gens, les altercations, même dans la rue parfois, même si je suis pas concernée, je suis à côté. Donc voilà, c'est vraiment de faire des micro-pauses pour refaire de l'espace. Et c'est ça qui me permet justement d'être effectivement beaucoup moins en réaction qu'avant. Moi, la réaction avant, c'était, en fait, j'étais dans l'observation, mais je ne m'exprimais pas, en fait. C'est une réaction, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on parle de la réaction, on pense qu'on sort de nos gonds, mais c'est aussi la réaction, tu vois, de ne pas réagir. Moi, je réagissais pas, en fait. Enfin, il y a des fois, je n'arrivais pas à réagir. Et par contre, je me disais, mais pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? C'était terrible. Et là, maintenant, ça, non, je le vis plus, hein. Mais parce que justement, voilà, tu vois, il y a tout un processus qui s'est mis en place. Mais le maître mot, vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est faites des moments d'espace, même que serait-ce 5 minutes. Ça me fait penser à une fois un exercice qu'on avait fait dans un podcast que j'avais réalisé avec Xavier Thomasella. C'est, tu vois, de prendre un temps juste pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, que serait-ce 5 minutes. Pas rien que ça permet déjà justement d'agir sans réagir parce que tu as un peu plus de ressources intérieures, quoi. Donc voilà, donc oui, c'est un chemin, mais la bonne nouvelle, c'est pas un chemin laborieux tout le temps. C'est-à-dire, le chemin, c'est la mue, entre guillemets, qui, moi, bah voilà, ça a été effectivement, ça a été une vraie mue. Donc, comme le nom l'indique, parfois, ça peut être assez décoiffant. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que, voilà, maintenant, oui, c'est un chemin, mais c'est plus de l'auto-observation, de la discipline, entre guillemets, mais sans tomber dans quelque chose d'ultra, voilà, ça reste souple, hein. Et doux, et doux. Merci beaucoup, Sophie, pour tout ce que tu viens de dire dans ce podcast, toutes les informations précieuses que tu as apportées. Vous pourrez retrouver tous les liens de Sophie sous la vidéo. Donc, Sophie a son podcast Flow Sophie. Alors, est-ce que je l'ai bien dit?
Oui, alors comme je disais, on dit enfin il y a des personnes qui disent philosophie et moi c'est vrai que je dis philosophie parce qu'en fait c'était cet état de flow. En fait c'est un concept que j'ai créé. Enfin je vais expliquer rapidement la genèse. C'est la philosophie parce qu'il y avait la philosophie, l'esprit critique. Pour moi c'est vraiment important d'avoir cet esprit critique et le flow parce qu'il y avait cette histoire de aussi de mouvement, tu vois, dans la vie en fait. C'est comment finalement je reste. Tu vois, j'ai toujours cette image de d'arbre qui est suffisamment ancré mais suffisamment souple pour que quoi qu'il se passe en termes de mouvement de la vie, de tempête, de vent et marée, enfin voilà, il reste, il garde sa verticalité. Mais effectivement, il ne faut pas qu'il soit trop rigide non plus parce que sinon il casse, mais il faut quand même qu'il soit ratatiné pour pas être déraciné. Donc finalement, c'est un peu tout ça, tu vois, c'est cette philosophie du flow, en fait, la philosophie à la base. Et je l'avais imaginé vraiment sur cette notion de mental, cœur, corps, pour vraiment avoir cet alignement. Mais justement, comment je navigue dans ces mouvements du quotidien? Parce que finalement, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est fait de cycles. Donc, on ne peut pas dire une fois qu'on est dans un état, c'est bon, le bonheur est cyclique, le malheur est cyclique, tout est cyclique finalement. Donc, c'est comment je navigue en fait dans ce mouvement-là. Donc, ça vient de là. Comme la nature qui est cyclique. C'est ça, On suit la exactement. nature. Ouais, on suit la nature. Et Mm. je mettrai aussi le lien de ton livre pour pouvoir le découvrir. Donc le livre, Pourquoi je réagis comme ça? Indécision, blocage, anxiété, colère, avec 34 clés et exercices pour aller de l'avant. Merci beaucoup Sophie. Et j'espère que vous avez aimé, apprécié. Si vous avez des questions, vous le mettez en commentaire et je pense que Sophie y répondra. Je lui transmettrai vos questions. Merci Merci en tout cas, Christine. Sophie. C'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi et merci à nos auditrices et auditeurs. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en tout cas. Merci à tous. Merci. À bientôt à tous et à toutes.